Toujours. Je m'appelle Paul Klotz, je suis expert associé à la Fondation Jean Jaurès et j'ai l'honneur d'animer en votre compagnie une discussion qui s'annonce passionnante avec des prestigieux invités. Nous sommes réunis donc aujourd'hui pour nous poser ensemble cette question: pourquoi l'écologie perd-elle toujours? Et derrière cette interrogation volontairement provocatrice, je pense qu'on peut tous dire que se cache une réalité que chacun peut constater. Cette réalité, c'est que malgré la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, malgré la multiplication des alertes scientifiques, des alertes citoyennes, en réalité, on voit que les transformations radicales que suppose la transition écologique sont sans cesse diluées, neutralisées ou retardées. Or, en l'absence d'une action volontariste, on sait que les dégâts seront extrêmement conséquents et on sait que la situation est alarmante. D'ici 2100, selon le GIEC, dans la trajectoire intermédiaire du GIEC, le réchauffement d'ici 2100 serait compris entre plus 2,5 et plus 2,9 degrés Celsius, ce qui conduirait à une montée des eaux d'environ 76 cm, ce qui conduirait à la disparition de la surface de répartition de 6% des insectes, de 4% des vertébrés, de 8% des plantes. Et puis, en termes économiques, on sait que si nous n'agissons pas, on peut s'attendre à une réduction de la croissance économique, à une contraction du produit intérieur brut, comprise entre 6,5 et 13,1% du PIB pour la France. L'objectif de notre échange, c'est donc précisément de comprendre les raisons profondes de ces échecs répétés, mais aussi et surtout d'envisager ensemble comment inverser cette tendance pour que l'écologie devienne enfin victorieuse. Et pour cela, je l'ai dit, nous avons le privilège d'accueillir trois invités. Dominique Méda, vous êtes sociologue, directrice de l'IRISO, peut-être plus directrice de l'IRISO, autrice d'une société désirable chez Flammarion, dans laquelle vous explorez des pistes pour une transformation écologique positive et souhaitable. Nous accueillons également Marine Calmet. Vous êtes juriste, mobilisée pour les droits de la nature, co-autrice de Justice pour l'étoile de mer, publié chez Actes Sud, un ouvrage militant pour une justice écologique renouvelée. Et puis enfin, Clémence Sénéchal, vous êtes spécialiste des questions climatiques, auteur de l'essai « Pourquoi l'écologie perd toujours au seuil ?» Et c'est ce titre qui donne précisément l'intitulé de notre rencontre aujourd'hui. Alors sans plus attendre, pourquoi l'écologie perd-elle toujours? Ce sera la première série de questions. Et puis ensuite, nous poserons une deuxième série de questions à nos invités sur la question de savoir comment faire gagner l'écologie. Marine Calmet, vous mettez l'accent sur le cadre juridique actuel qui favorise, d'après vous, davantage ceux qui détruisent les écosystèmes que ceux qui tentent de les protéger. Comment expliquez-vous cette situation et ses conséquences concrètes? Et au fond, ne sommes-nous pas confrontés à une impasse fondamentale dès lors que les règles du jeu institutionnel semblent conçues pour perpétuer l'impuissance écologique? Merci pour cette question. Je vais repartir de mon expérience personnelle parce que c'est encore celle que je connais le mieux. J'ai fait des études de droit de l'environnement avec l'idée un peu naïve à la base qu'en devenant avocate, eh bien, j'allais pouvoir mener des grands procès, vaincre Goliath avec le droit. Et en fait, une fois mon diplôme en poche et mes premières expériences en tant que juriste bénévole auprès d'associations, je me suis rendu compte que c'était pas du tout comme ça que ça allait se passer, malheureusement. Et que dans de très, très nombreuses situations, le droit a été écrit sur mesure pour protéger les intérêts industriels, certaines puissances économiques ou des intérêts stratégiques, mais en fait, souvent, très souvent, au détriment de l'intérêt général, de la protection de la sûreté des populations. Mes premiers combats, ça a été l'EPR de Flamanville. Et donc, la sécurité des populations du nord de la France face aux défauts et aux malfaçons de la cuve de l'EPR. J'étais persuadée que, typiquement, dans ce genre de situation, eh bien, on privilégierait forcément l'intégrité de notre territoire et la sécurité de nos populations. Et je me suis rendu compte devant le juge, en me prenant une énorme raclée, que c'était pas du tout le cas. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, très souvent, malheureusement, le droit faisait que les dés étaient pipés pour ceux qui veulent défendre le vivant. Et que, en travaillant ensuite sur d'autres dossiers, notamment les mines d'or en Guyane française, qui m'ont occupé pas mal d'années aussi, eh bien, je me suis rendu compte à quel point notre droit avait été écrit par
voire pour protéger les intérêts de certains industriels. Et donc, ça, pour moi, c'est effectivement un obstacle majeur, parce que du coup, et c'est un peu la situation qu'on vit aujourd'hui, ceux qui veulent défendre le vivant, eh bien, se retrouvent dans l'illégalité ou dans l'incapacité d'agir juridiquement, parce que le droit n'est pas de notre côté. Et évidemment, en tant qu'avocat, c'est un problème, mais c'est un problème pour n'importe qui serait dans une association, pour n'importe quelle personne qui voudrait défendre ses droits, même quand on est un consommateur. C'est ce que relèvent par exemple aujourd'hui les scandales sur les captages d'eau potable de Vittel ou d'autres situations. On se dit, mais de quel côté est vraiment le droit ? Or, en théorie, il avait été pensé pour garantir la protection des populations, garantir l'intérêt général, faire en sorte que justement on établisse des règles entre nous qui fassent qu'on vive ensemble et qu'on puisse faire preuve de solidarité envers les plus vulnérables, qu'on tire notre société collectivement vers le haut. Et en fait, on s'en rend compte aujourd'hui, malheureusement, bien dans de très nombreuses situations, on voit que les règles sont faussées au détriment de nous tous en tant que société et à l'avantage totalement anticoncurrentiel, pour le coup, de ceux qui soit existent justement grâce à la destruction du vivant et œuvrent pour leurs intérêts privés. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement moi qui le dis, il y a de très bons rapports, dont un qui est vraiment édifiant de l'IPBES, vous savez, cette fameuse plateforme des experts en matière de biodiversité. Et en décembre dernier, en décembre 2024, ils ont publié un rapport qui s'appelle Transformative Changes, donc les changements transformateurs à opérer pour protéger la biodiversité. Et ce fameux rapport, donc, il fait état de 3 blocages majeurs. D'une part, la rupture entre l'être humain et la nature, cette rupture culturelle qui nous sépare du vivant. Deuxième défi majeur dans la vie de l'IPBES, c'est la concentration des pouvoirs et des richesses. Et le troisième défi majeur, c'est la priorité donnée aux gains matériels et court-termistes. Et pour ça, pour l'IPBES, ces 3 grands défis sont à relever parce que justement, eh bien, malheureusement, ils constituent une menace majeure pour la protection de l'intégrité du vivant. Et ce qui est intéressant, c'est pour le coup, et là, je parlerai plutôt de ce pourquoi j'ai continué à faire du droit, malgré le constat de départ, c'est qu'il y a d'autres modèles juridiques, et notamment donc, le mouvement dans lequel je m'inscris moi, qui s'appelle le Mouvement pour les droits de la nature, qui vise à reconnaître que le vivant est un sujet juridique à part entière, titulaire de droits propres, et que pour protéger les droits humains demain, eh bien, il est nécessaire de protéger aussi les droits de notre biosphère. Eh bien, ce fameux rapport de l'IPBES cite explicitement le levier des droits de la nature pour répondre à au moins 2 problèmes de levier majeurs: la réconciliation des êtres humains avec leur milieu, le fait de retisser cette conscience que nous appartenons au milieu de vie dans lequel nous nous intégrons. Et le deuxième grand obstacle, c'est celui de la priorité donnée aux vivants en réalité. Et donc, l'IPBES dit que les droits de la nature peuvent justement activer ces fameux changements transformateurs d'un point de vue institutionnel, parce qu'en vérité, il s'agit de bâtir des institutions à la hauteur de l'enjeu qui est celui du XXIe siècle, rétablir du temps long, repenser plus qu'humain, protéger la biosphère et son intégrité pour nous garantir à nous aussi, êtres humains, une vie digne et en bonne santé. Et donc pour ça, il faut revoir profondément, évidemment, pas uniquement notre manière de faire du droit, mais de nous gouverner collectivement et de replacer au centre ces paramètres du vivant et la protection de la santé et de la dignité humaine. Merci beaucoup pour ce balayage passionnant sur l'état précisément de nos institutions et des règles juridiques qui bloquent la bifurcation écologique. Et donc, il y a cette question des institutions. On va y revenir avec vous, Clémence Sénéchal. Vous pointez du doigt, justement, un processus en France et plus largement en Europe, dans le monde, d'institutionnalisation, d'embourgeoisement de l'écologie qui aurait abouti à une sorte d'écologie du spectacle, davantage centrée sur la sensibilisation symbolique que l'action concrète. Quelles sont, selon vous, les racines de cette dérive? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Et puis, comment cet état de fait fragilise-t-il, d'après vous, la capacité réelle d'action du mouvement écologique aujourd'hui? Oui, merci de m'avoir invité à cette conférence qui porte le même titre que mon livre, du coup, je suis ravi.
Moi, j'ai travaillé longtemps à Greenpeace, donc je connais bien ce milieu de l'écologie installé. J'ai pu en expérimenter toutes les impasses et tous les renoncements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1970, le type d'écologie qui s'impose, c'est une écologie qui est sectorielle, qui est détachée de la question sociale, qui est indifférente au clivage politique, qui prétend les surplomber et qui s'intègre progressivement au système institutionnel par le truchement des ONG comme Greenpeace, le WWF ou d'autres, par la création des partis écologistes dans les années 80, notamment en Europe, par le phénomène de vedettes médiatiques aussi spécialistes de la cause environnementale. Et donc on a tout un personnel qui va se professionnaliser petit à petit et donc s'embourgeoiser aussi. Cette institutionnalisation, elle a quatre dimensions principales. D'abord, on a une verticalisation des structures ou des appareils de l'écologie qui vont commencer à mimer le style de relation de pouvoir qu'on trouve dans les entreprises privées, avec une division du travail de plus en plus marquée, avec une différenciation hiérarchique de plus en plus poussée. Et en fait, ça a créé de l'aliénation militante petit à petit. C'est-à-dire qu'on a des ONG aujourd'hui qui sont beaucoup plus organisées comme des entreprises, comme des collectifs réellement militants. La deuxième dimension, c'est le recrutement d'un personnel encadrant ou dirigeant, beaucoup moins sur la base de parcours militants ou de détermination dans l'engagement que d'appartenance à un entre-soi de la société civile organisée, que par la présentation de caractéristiques très technocratiques, que par la capacité à aligner des capitaux mondains, et donc un personnel en réalité assez dépolitisé. Par exemple, le dernier recrutement important à Greenpeace, le responsable de la campagne énergie, c'est quelqu'un qui vient du service d'information du gouvernement et de Publicis. Donc voilà, ça dit quelque chose, je pense. La troisième dimension de cette institutionnalisation, c'est le public qui va être ciblé par ces appareils, qui est en l'occurrence un public aisé, bourgeois, en grosso modo les classes supérieures, métropolitaines et blanches. C'est admis, c'est la clientèle électorale principale des écologistes aujourd'hui, et c'est admis par l'état-major quand on discute avec eux, où c'est la figure du stabilisateur qui est très prisée par les ONG. Donc le stabilisateur, c'est un individu qui a un niveau de vie supérieur à la moyenne, qui est comme un poisson dans l'eau dans la démocratie libérale, qui déteste les excès en tout genre et en fait qui agit comme un agent coagulant de l'ordre établi. Et la quatrième dimension, ça va être le répertoire d'actions développé par ces appareils qui renvoie essentiellement à une écologie de la sensibilisation beaucoup plus que de la politisation, qui a deux traductions principales. C'est d'un côté les happenings un peu récréatifs où on va produire des images pour obtenir des financements en contrepartie. Voilà, qui déréalise en quelque sorte l'engagement militant par effet de procuration. On va venir s'acheter une bonne conscience en donnant de l'argent à des structures bien installées. Et la deuxième traduction, c'est cette pratique incessante et inutile du plaidoyer avec les gouvernements néolibéraux, avec les multinationales, donc une négociation entre élites qui va créer en fait des liens de dépendance très forts de différentes sortes, affinitaires, matériels, symboliques. Et donc où les ONG vont jouer, ou même en l'occurrence les Verts, quand ils vont négocier avec Macron ou Bayrou après la motion de censure, ils vont servir en fait de caution, avec un comportement relativement opportuniste. Et donc tout ça, ça débouche sur une écologie qui est dictée, qui est vraiment dictée par le principe de la modération fondamentalement, qui développe une aversion au risque assez marquée et qui ambitionne de rester un petit peu la valeur refuge d'une social-démocratie parfaitement obsolète sur le plan historique. Et du coup, on arrive à une espèce de triple impasse dans la praxis de l'écologie mainstream. D'abord, la société civile organisée, elle fonctionne principalement comme un dispositif contre-insurrectionnel. C'est-à-dire que la voie insurrectionnelle, pour eux, c'est pas un sujet, c'est pas possible, parce que non-violence, pacifisme, etc. Ensuite, qui est inutile dans la lutte des classes, puisqu'elle est détachée des milieux ouvriers, et donc étrangère aux faits industriels encore aujourd'hui. Et troisième impasse, c'est un comportement erratique sur le plan électoral, qui se traduit par la partisanisme des ONG qui les pousse à être abstentionnistes et absentéistes en fait, dans les élections, notamment dans celles qui comptent, ou avec les tactiques strictement minoritaires et boutiquières des écologistes,
dans les élections. Et donc on a une écologie, en plus on a une écologie politique là, qui aujourd'hui apparaît sans projet et sans doctrine. Il suffit d'écouter Marine Tondelier. Quand tu lui demandes quelle écologie elle défend, elle dit qu'elle défend une écologie sans adjectif. Parce que l'écologie, je cite, c'est l'écologie. Donc l'écologie devient un référentiel tautologique et en fait un signifiant vide. Et donc voilà, on a une écologie qui se complaît dans une forme d'impuissance aujourd'hui, en tout cas une écologie dominante. Merci beaucoup. Alors justement, vous pointez un certain nombre d'acteurs plutôt écologistes, Clément. Vous, Dominique Méda, vous prenez un peu plus de hauteur et vous qualifiez l'existence d'un système global avec des personnes que vous qualifiez de marchands de doute, qui bénéficient directement du statu quo et empêchent toute transformation profonde. Selon vous, comment ces organisations dont vous parlez, quelles sont-elles déjà, parviennent à influencer les perceptions collectives et à freiner concrètement les changements nécessaires pour la bifurcation? Et puis par ailleurs, dans quelle mesure les difficultés d'une conversion politique globale exacerbent-elles cette situation? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, je parle des marchands de doute en faisant référence à ce livre que vous connaissez peut-être, de donc Oresk et Conway, qui a été publié en 2010 et qui montre comment il y a eu des scientifiques qui ont été embarqués dans des croisades par les grandes entreprises, alors qu'il s'agisse du tabac ou précisément du changement climatique, avec avec donc un rôle central des grandes entreprises et des scientifiques. Alors, il y a des scientifiques qui s'y sont mis tout seuls. Si on fait un peu une cartographie des acteurs qui freinent, pourquoi on arrive à freiner? Il y a des acteurs qui freinent tout seuls, type William Nordhaus, un économiste qui, en 1972, lorsque paraît le rapport Meadows, donc rapport qui nous dit que ça va s'effondrer avant la fin du XXIe siècle, Nordhaus, qui est un jeune économiste à l'époque, dit ce rapport est complètement nul, il faut le mettre de côté, le mettre même à la poubelle, parce qu'ils ont oublié de mettre le prix dans leur modèle, donc le modèle, il vaut rien du tout. Et Nordhaus, c'est celui qui va avoir le prix d'I-Nobel en 2018, sur le prix Nobel pour ses travaux qui concernent le changement climatique. Donc voilà un scientifique qui lutte et qui dit que le degré de réchauffement optimal, c'est 3 degrés. Donc on peut tranquillement aller jusqu'à 3 degrés, que peut-être un jour on aura des problèmes, mais c'est dans très 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 longtemps. Et qui en 1983, quand l'Académie des sciences va s'intéresser à ce sujet, il y a des climatologues qui vont dire qu'en effet, il y a un gros problème, et Nordhaus va faire l'introduction et la conclusion du rapport pour dire que non, doucement, quand même, faut pas exagérer. Et donc, il y a comme ça un rôle presque propre des scientifiques, mais quand on regarde bien pourquoi Nordhaus dit ça, il dit ça parce qu'il pense que le niveau de vie des Américains est non négociable, comme les hommes politiques qui suivront. Et je pense que cette idée, elle est très importante, que le niveau de vie est non négociable, parce que les entreprises jouent là-dessus. Là, dans l'espèce de backlash écologique qu'on a et qui vient de la Commission européenne avec la loi Omnibus, où on nous dit que la CSRD, le devoir de vigilance, toutes ces choses-là, c'est fini. C'est quand même le patronat français, italien et allemand qui a poussé cette idée-là, au nom de la compétitivité, la croissance, le fait qu'on risquait de perdre des emplois, etc., etc. Et donc, on a comme ça un ensemble d'acteurs, et puis qui finissent par faire peur à l'ensemble de la population. L'ensemble de la population, elle est également intéressée par son niveau de vie, par la question de l'emploi. Et donc, on a comme ça une forme de nébuleuse d'acteurs qui peut tranquillement freiner en disant que, de toute façon, on va avoir des solutions techniques pour résoudre les problèmes et qu'il faut croire au progrès. Et vous disiez, est-ce que le climat politique actuel n'en rajoute pas une couche? Bien sûr que le climat politique actuel en rajoute une couche, avec Trump, avec sa croisade anti-science aussi, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait des scientifiques qui se disputaient, et cette histoire de marchands de doute, c'était... On se reposait sur les faiblesses de la science, en quelque sorte. C'est-à-dire, quand vous avez le GIEC qui dit il y a 95% de chances que le réchauffement climatique soit dû à l'activité humaine, tout le monde va s'engouffrer dans les 5% pour dire vous voyez, c'est quand même pas très, très net, c'est pas sûr, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a une dispute
gagnée par les économistes quand même, hein, une dispute entre les climatologues et les économistes. À nouveau, il y a un économiste vraiment très intéressant qui s'appelle Tim Lenton, qui a écrit un rapport avec la Fédération des actuaires britanniques en 2023, et qui dit en gros: j'ai ouvert tous les modèles économiques, les modèles macro sur le climat, et moi, climatologue, ce que je vous dis, je suis capable de comprendre ces équations, et ce que je vous dis, c'est que les hypothèses sont complètement hors sol. Ça veut dire que tous les gouvernements qui, eux aussi, se reposent sur les modèles économiques, se reposent sur des hypothèses hors sol, et donc c'est vrai qu'on va absolument droit dans le mur. Mais on continue plutôt à croire les économistes, ou un certain nombre d'économistes, hein, je ne condamne pas tous les économistes, bien sûr, mais on continue à croire ceux qui nous rassurent. Nordos, il croyait aux surrégénérateurs, donc il croyait qu'on allait inventer une machine qui donnerait de l'énergie de manière infinie. Et aujourd'hui, je regardais ce matin pour préparer notre discussion, je regardais le programme écologique de Marine Le Pen. Et c'est vraiment absolument passionnant parce qu'ils ont construit un discours très cohérent dans lequel toute la faute, c'est la faute des écologistes, parce que dans ces marchands de doute et dans toutes les initiatives que l'on a pour essayer de ralentir la lutte contre le changement climatique, il y a aussi le fait qu'on va taper sur les écologistes, dire que c'est des bobos, Clément fait un peu pareil, dire que les écologistes, ce sont des bobos qui ne s'occupent pas du tout du peuple et qui œuvrent contre le peuple, qu'on nous propose une écologie punitive, etc. Et le programme du Rassemblement national, c'est exactement ça. C'est hyper cohérent, ça nous dit qu'il faut croire au progrès, que bien sûr il y a un problème, mais qu'on va le traiter, et on va le traiter en faisant du localisme. Et surtout, je voulais vous lire 2 ou 3 petites choses que je trouvais vraiment passionnantes. Hein. Donc dans ce programme, on nous dit qu'il y a un terrorisme climatique qui met en danger la planète, donc le discours est complètement renversé. Il y a un terrorisme climatique qui met en danger la planète et le niveau de vie des Français. Et on revient toujours là, c'est-à-dire, ce que je me disais ce matin, mais quand même, comment se fait-il qu'avec les inondations, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, comment se fait-il que la population ne se soit pas révoltée? Et pourquoi est-ce qu'elle a voté encore plus pour le RN? Et parce qu'en effet, ils ont une explication. Tout le problème, ça vient du Green Deal. Hein. La crise énergétique et la crise alimentaire vient du Green Deal. Donc, il faut démanteler le Green Deal pour organiser, alors disent-ils, un fonds souverain, et puis se réconcilier avec la nature, etc., etc. Ce qui fait que si on veut faire programme contre programme et se battre contre ce programme, il va falloir, en fait, et c'est assez problématique, rentrer dans le détail du programme. Parce que ce programme, il fait 14 pages, il est très cohérent. Je pense qu'il est de nature à convaincre les personnes. Donc, on va devoir rentrer à l'intérieur de ce programme pour le combattre. Et ça, c'est vraiment pas gagné. Et on va y venir tout de suite dans la deuxième partie de cette discussion. Juste avant, je voulais vous dire qu'il y a les livres de nos 3 intervenants sont disponibles sur la table là-bas et que vous pourrez vous les procurer à la fin de la conférence. Alors, ça nous amène à cette deuxième grande question, comment faire gagner l'écologie? Et directement, je vais vous redonner la parole, Dominique, puisque vous avez ouvert votre dernière réponse sur la lutte à venir. Au fond, vous proposez, si j'ai bien compris, une stratégie qui est axée sur la démonstration concrète des bénéfices sociaux, économiques, personnels d'une transition écologique. Pourquoi ou comment faire naître, au fond, cette idée de désirabilité de l'écologie, de la victoire de l'écologie? Et est-ce que cette nécessité de construire une désirabilité est essentielle pour convaincre et mobiliser largement? J'essaye en fait de prendre le contre-pied de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire d'entendre ce qu'on nous dit sur le fait que l'écologie, en fait, elle est punitive, elle va contre le peuple, elle veut faire baisser le niveau de vie des gens. Et donc, je dis, OK, alors essayons de développer un autre discours, pas un autre récit. Je ne crois pas tellement aux imaginaires, aux récits, etc. Mais je dis, essayons de montrer aux gens ce qu'ils vont pouvoir tirer, eux, pour leur propre intérêt, hein, de ce que j'appelle, moi, la reconversion écologique.
écologique. Et alors, ça avait été fait au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Hein, il y avait pas mal d'experts qui étaient venus et qui avaient montré comment on allait avoir des co-bénéfices. Donc, en matière de santé, évidemment, parce que si vous passez au véhicule thermique ou si tout simplement vous avez d'autres alternatives, le train, etc., eh bien, vous polluez moins. C'est bon à la fois pour les émissions de CO2 et pour la santé. En matière d'alimentation aussi, bien sûr, qualité de l'alimentation, des sols plus fertiles, des liens sociaux plus denses, mais aussi, c'est ça que dans le bouquin j'essaye de développer, je me disais qu'une des manières de convaincre les gens, parce qu'ils ont peur de ça, ça serait de leur montrer que cette reconversion écologique, ça serait bon à la fois pour l'emploi et pour le travail. C'est-à-dire pour sortir de la double crise que l'on a en France aujourd'hui. Hein. On a une crise de l'emploi, c'est pas parce qu'on est à 7,5% de taux de chômage qu'on est sorti de l'auberge. Hein. Donc on a une crise de l'emploi, et on a une crise du travail, énorme crise des conditions de travail, etc. Et donc, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer, en effet, cette reconversion écologique en opportunité pour sortir de cette double crise? Ça veut dire quoi? On a quand même pas mal d'études qui nous disent que la transition écologique, ça devrait créer des emplois. Bon, alors c'est de moins en moins vrai à mesure qu'on a les études, les chiffres sont de moins en moins importants, mais je m'appuie sur la dernière étude du secrétariat général à la planification écologique qui dit notamment qu'à l'horizon 2030, on devra former 2 800 000 personnes dans l'industrie, le transport, le bâtiment, les énergies. Ça, c'est quand même énorme et c'est intéressant. Et de surcroît, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces 2 800 000 emplois, 90%, ce sera des emplois d'ouvriers et de techniciens. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que ces personnes qui ont des compétences techniques, elles vont pouvoir trouver du boulot. Problème, c'est dans des secteurs et c'est des types d'emplois dans lesquels aujourd'hui déjà il y a des difficultés de recrutement parce que c'est des emplois pas avec de mauvaises conditions de travail et avec des bas salaires. Donc ça veut dire qu'on a OK, on va essayer de faire ça, mais on a un double challenge qui est de réussir à les créer, ces emplois, et à faire en sorte que les gens ne passent pas par la case chômage, parce qu'ils ont très peur de ça. Hein. Ils ont très peur, pour ceux qui sont dans les secteurs menacés, de perdre leur emploi pendant qu'on développera des emplois ailleurs, mais pas pour eux. Donc, double challenge. 1, créer ces emplois. 2, les rendre plus attractifs, plus intéressants. Et puis, je vais encore plus loin et je dis, et si c'était une occasion de changer le travail? Alors, parce que ça s'inscrit, évidemment, c'est pour ça que j'utilise le terme de reconversion écologique, ça s'inscrit pour moi dans une transformation très profonde de la société. Reconversion, ça veut dire conversion, convertir nos représentations, nos mentalités, presque nos cadres cognitifs, hein, c'est-à-dire tout ce qui nous vient des siècles antérieurs, avec cette représentation d'un humain qui serait au-dessus de la nature et qui aurait pour vocation de mettre la nature en coupe réglée. Il faut qu'on rompe avec ça, il faut qu'on remette l'humain dans la nature, qu'on remonte les interdépendances. Et puis, cette reconversion, c'est aussi une profonde transformation de nos économies, une transformation radicale de nos économies. Et ça se fait pas tout seul. C'est pour ça que je suis un petit peu moins sévère que Clément, parce que je pense que cette reconversion écologique, c'est super difficile à faire, et que pour la réussir, je pense qu'on ne peut pas la faire tout seul en France. Pour la réussir, il faut vraiment avoir une sorte d'accord des pays européens et une sorte de coopération très forte au niveau européen pour s'en sortir. Et malheureusement, on est en train de faire le chemin inverse. Mais donc, on pourrait tout à fait sortir de l'actuelle division internationale du travail complètement folle que nous connaissons et en effet, relocaliser une partie de notre production, réfléchir sur la manière d'ancrer nos entreprises dans les territoires et peut-être, pourquoi pas, je vais encore plus loin, démocratiser nos entreprises coopératives, etc., etc. Et pour finir, je veux quand même encore vous lire une petite citation, parce que c'est vraiment très, très passionnant, toujours du programme du RN. Hein. La transition écologique ne se fera pas par la peur, la mauvaise conscience, la punition. Tous les discours qui font de chacun un coupable quand il prend sa voiture, fait couler un bain chaud ou mange une entrecôte ont pour seule fonction de ne pas mettre en question le système du libre-échange, la course au moins-disant de la globalisation et la naissance des monopoles privés.
il faut que nous refondions notre système, nos systèmes coopératifs locaux et régionaux. Je lis ça parce que, voilà, nos discours critiques, discours contre le capitalisme ou pour une transformation profonde des économies, eh bien, l'ERN développe ces idées-là. Et donc, je trouve que ça devient un peu difficile. Il va falloir qu'on polisse, qu'on affûte nos arguments. Et alors justement, peut-être que sur ce sujet, Marine pourra nous aider. On vient de parler de la question du système économique, la question de l'emploi. J'aimerais qu'on dise un mot de la question des règles juridiques. Vous défendez une transformation justement avec l'émergence du droit de la nature et la mise en place d'une démocratie que vous qualifiez d'éco-centrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ? Oui, pour essayer de faire le lien avec ce qui vient d'être dit, moi je me méfie beaucoup toujours de ce qui est marqué dans les programmes, que je ne lis pas la plupart du temps, je dois avouer. Mais surtout parce qu'en fait, il y a des associations qui font très bien ce travail de débunker ce que votent véritablement ces élus-là. Et quand on regarde leur vote, en fait, on se rend bien compte qu'entre le message soi-disant, justement... on annonce la fin du capitalisme et ce qu'ils votent, par exemple, au Parlement européen, bon, ça ne tient pas 2 minutes, je pense, en termes de raisonnement. Donc moi, je n'irai même pas tellement là-dessus. Par contre, justement, je pense qu'au contraire, ils sont les tenants aussi d'une forme de bourgeoisie au Rassemblement national, qui est assez visible, parce que cette caste est de plus en plus visible, je trouve. Mais bon, après, là où je voulais en venir, c'est que pour moi, la solution, et ce pourquoi je travaille sur les droits de la nature, c'est que justement, c'est une logique par le territoire. Toujours, là où les droits de la nature émergent, c'est par les gens et dans des territoires où, du fait des circonstances, c'est-à-dire par exemple l'implantation de grands projets industriels, la construction de nouveaux barrages hydroélectriques qui vont accaparer les terres, la destruction des cours d'eau, les pollutions chimiques industrielles, etc., les gens se soulèvent en disant « avec le droit en l'état, on ne peut rien faire ». Et donc nous refusons de nous soumettre à ce droit injuste, illégitime, autoritaire. Et nous voulons nos droits. Protéger nos droits sur notre territoire et les droits de ce territoire lui-même face à l'accaparement, face à l'invasion subie de l'extérieur. Et ça, c'est aussi, pour moi, très justement, dans une logique tout à fait inverse à cette écologie bourgeoise, malheureusement, que beaucoup de territoires ressentent aujourd'hui, ce pourquoi peut-être il y a une focalisation sur les questions écologiques et ce vécu sur le territoire d'un rejet par cette population, parce qu'en fait, les décisions écologiques sont prises bien trop loin des territoires eux-mêmes. Et donc, justement, aujourd'hui, et moi, je n'irai justement pas, Dominique, vers l'Union européenne. Je me tourne rarement vers l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un bullshit job, député européen. C'est-à-dire que... Non, mais je me suis beaucoup mobilisée. Il y a un exemple. Là, je me suis beaucoup mobilisée sur la directive énergie renouvelable. Aujourd'hui, on veut faire de la biomasse, donc de l'énergie verte, en brûlant la forêt amazonienne de Guyane. Voilà, ça c'est la dernière lubie portée par Emmanuel Macron en Guyane pour provoquer le boom de l'énergie renouvelable. Et ben, on n'a qu'à se servir dans la forêt. Le bois, ça repousse. Voilà, extraordinaire, dernière idée de génie. Et où est-ce que ça passe ? Eh bien, devant l'Union européenne. Et vous avez beau avoir quelques députés européens qui vous aident un petit peu, la vérité, c'est qu'en fait, tout se décide dans la commission, et c'est pour ça que je dis que parlementaire, c'est un bullshit job, c'est qu'en fait, ceux qui ont le fin mot de l'histoire, ce sont en fait les mêmes personnes qui nous gouvernent, et que en fait, on est très très loin sur le terrain de pouvoir influencer ces décisions. Et c'est pour ça, ça contribue profondément à la défiance en matière de politique économique, parce qu'en fait, un très petit nombre d'individus peuvent prendre le pouvoir sur l'édiction de normes qui ensuite régissent la vie de tous. Et là, en l'occurrence, ceux qui développent la biomasse en Guyane, c'est Voltalia. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est une filiale de la famille Muliez. Donc on est quand même très 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 loin de la petite entreprise guyanaise qui voudrait faire du business local. Et ils se taillent comme ça dans le droit européen une faille écrite sur mesure pour eux, pour rentabiliser leurs économies avec de l'argent public, avec un tarif de rachat fixe pour l'énergie produite à partir de la déforestation de la forêt amazonienne. Et en dérogation à toutes les normes climatiques, biodiversité, protection des sols, etc. etc. Et ça, c'est exactement pourquoi je m'engage dans les droits de la nature, parce que l'idée des droits de la nature, c'est d'écrire un droit écocentré, un droit
qui ressemble au territoire dans lequel il émerge, à partir des besoins de ce territoire-là et en parallèle justement de l'identité et de la culture locale. Un droit écrit par les gens et pour les gens depuis leur milieu de vie. Et il y a une très belle réflexion de Vandana Shiva à ce sujet-là que je trouve particulièrement pertinente. On nous tabasse en ce moment beaucoup sur il faudrait simplifier ces normes environnementales auxquelles on ne comprend plus rien. Voilà, il faut simplifier. Donc en fait, il faut tailler dedans. Hein. Quand ils disent simplifier, en général, ça veut dire enlever. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des propositions pour carrément supprimer la compétence de la Commission nationale du débat public. Oui, parce que le débat public, ça ralentit l'économie. Tout comme les normes environnementales, ça freine l'installation des industriels. Et donc, il faudrait simplifier. Voilà, simplifier. Vandana Shiva, elle a une réflexion que je trouve passionnante là-dessus. Elle dit, c'est exactement l'inverse. Pour nous protéger, il faut complexifier juridiquement. Et elle utilise un terme que je trouve passionnant. Elle dit, aujourd'hui, on fait de la monoculture juridique. On fait de la monoculture juridique, on simplifie tout. On fait en sorte que ce soit efficace. Donc, comme pour Monsanto, parce que c'est depuis là qu'elle parle, en vérité de Monsanto, elle dit, Monsanto, c'est simple, il lui a fallu corrompre 3 lobbyistes et 2 décideurs, et puis il a pu faire des normes sur mesure pour correspondre à ses besoins. On fait de la monoculture qui suffit justement, et qui répond aux intérêts de la globalisation. Elle a dit, il faut faire exactement l'inverse, il faut faire de la permaculture juridique. Il faut du droit à partir du territoire, de multiples couches qui ne puissent pas justement être bizutées, être hackées par ces lobbyistes, pas être réécrits à partir des besoins de multinationales ou d'intérêts corporatistes. Il faut que le droit protège les gens et la terre. Et pour ça, on a besoin justement d'une permaculture. Et je trouve ça passionnant parce qu'elle parle depuis un point de vue qui est celui d'une militante indienne, femme, anticolonialiste, féministe, leader du mouvement des droits de la nature. Elle dit, voilà, demain, il faut faire émerger tous ces combats parce que tous ces combats sont liés et il faut une réponse structurée d'un point de vue juridique pour nous donner un pouvoir, nous, les gens sur le terrain, pour agir. Et donc, pour moi, le mouvement des droits de la nature, c'est exactement ça. C'est répondre à partir d'un droit local aux besoins de la terre et à la nécessité de protéger les gens. Et ça répond aussi à un autre besoin, je pense, c'est de revoir profondément notre gouvernance, notre manière à nous d'agir, parce que notre héritage politique et démocratique, c'est celui du siècle dernier. On a construit nos institutions à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on les a pensées pour répondre aux besoins d'un moment, et on ne les a pas pensées pour répondre aux besoins de la crise écologique. Ce qui fait que ce qui était censé être nos garde-fous en matière environnementale, aujourd'hui, on le voit bien, ne suffisent pas. On a des alertes du Haut Conseil pour le climat, on a eu la Convention citoyenne, le pouvoir en place, les pouvoirs corporatistes et les pouvoirs politiques refusent de céder le pouvoir, refusent d'écouter les alertes scientifiques, refusent d'écouter les propositions faites par les citoyens. Et tu l'as très bien dit, on est amené à participer, on nous demande notre avis, on nous demande d'être là. Dans la diplomatie des petits fours, on a toujours le droit de donner notre avis, heureusement, encore heureux. Mais par contre, en fait, en vérité, on n'est jamais écouté. Et comme Clément le dit très bien, c'est juste pour donner matière à dire que voilà, on a consulté, les avis nous sont remontés, mais en fait, quand on regarde les textes, il n'y a rien qui est pris en considération. Et ce modèle désirable, pour moi, il ne peut être construit que si on prend véritablement à bras-le-corps la question du pouvoir d'agir des citoyens de nouveau. Parce qu'on a tout un tas d'institutions qui, par la destruction de la confiance que nous avions envers nos instances politiques, eh bien, sont profondément remises en question, ce qui, par la rupture de confiance dans notre modèle politique, crée de fil en aiguille, malheureusement, une destruction de la légitimité des politiques qui sont portées, parce qu'elles sont décorrélées de la science, notamment, et donc, du coup, les gens se disent, mais attendez, le cadre même de pensée dans lequel on se situe n'est plus en cohérence avec les alertes scientifiques. Donc, et Bruno Latour le disait déjà il y a de très nombreuses années, ceux qui décident n'ont pas le savoir et ceux qui ont le savoir n'ont pas le fin mot de l'histoire, ne peuvent pas trancher. Et donc ça a créé une rupture de confiance phénoménale en fait dans notre modèle politique. Et pour pouvoir redonner du souffle à notre modèle de gouvernance, il faut absolument qu'on prenne à bras-le-corps cette question du pouvoir d'agir de chacun d'entre nous. Et ça passe notamment par recréer aussi des outils actionnables par les citoyens pour se défendre, pour protéger nos droits et pour protéger évidemment les droits de nos territoires, parce que les piliers de la santé de notre démocratie passent par une bonne répartition des pouvoirs. Et je finirai sur un exemple qu'on est en train de vivre en ce moment sur l'A69, par exemple. C'est un
C'est vraiment c'est pas un épiphénomène, hein, mais ce qui est en train de se passer, donc là, du vote d'une loi qui permettrait justement de valider, alors même que le projet n'a pas été, donc l'affaire n'est pas close devant les tribunaux, nos députés oublient la séparation des pouvoirs et veulent faire voter finalement une loi qui irait à l'encontre pour empêcher le juge même de se prononcer dans cette affaire. Vous voyez ? Et donc, des citoyens qui portent, donc des citoyens qui sont le garde-fou de l'application de nos normes environnementales, se voient privés par des gens qui sont élus au nom du peuple, donc ils n'ont qu'une délégation de pouvoir pour écrire des normes, veulent priver les citoyens de la possibilité d'agir et les juges de la possibilité de juger. On est vraiment dans un marasme politique total. Et on a besoin de reconstruire de fond en comble toutes nos institutions. Et ça ne passe que par un choc réel, une vraie prise de conscience et une transformation en profondeur. Je vous parlais de ce rapport de l'IPBES tout à l'heure. C'est une révision en profondeur de ce qui fait notre démocratie et de ce qui fait notre pouvoir d'agir. Et ces institutions invisibles, il y a un bouquin de Rosan Vallon là-dessus, c'est cette confiance, la légitimité et l'autorité qui sont nos institutions invisibles, qu'il s'agit aussi de questionner profondément pour que chacun se sente à nouveau en capacité d'avoir une prise sur son propre avenir et sur notre avenir à tous. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Et ce qui est intéressant dans... Ce qui est intéressant dans chacune des prises de parole, c'est que vous plaidez pour une écologie au fond ancrée, qui ne se fonde pas que sur des récits et des imaginaires. Et c'est pour ça que je voulais terminer avec vous, Clément, parce que particulièrement, vous voulez une écologie qui soit attentive aux pratiques et aux socialisations populaires et intersectionnelles. C'est ce que vous avez évoqué un peu dans votre première prise de parole. Alors pour conclure, comment cette écologie, que vous appelez tous ici de vos voeux, peut devenir une véritable force politique susceptible d'être un levier de changement, ne pas reproduire les échecs de l'élection présidentielle de 2022 et préparer celle de 2027 ? Ouais, peut-être juste en préalable, je dois répondre à certains points. Le fait que le RN aujourd'hui ait un programme écolo qui apparaisse cohérent, bon, c'est ce qui arrive quand on transforme l'écologie en signifiant vide, précisément. L'écologie sans adjectif, c'est une écologie qui va finir par se vendre à tous, et on le voit aujourd'hui. Sur l'écologie punitive, aujourd'hui, l'écologie est punitive pour certaines catégories de la population. Je veux dire, Bercy dit que la fiscalité carbone en cours, là, actuellement, elle pèse 4 fois plus lourd sur les 20% de ménages populaires que sur les 20% de ménages les plus riches. Donc c'est une réalité. La taxe carbone qui a été portée par Nicolas Hulot, Yannick Jadot quand il était directeur des programmes de Greenpeace, pendant le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy, qui tout d'un coup allait être le parangon de la transition écologique. C'était quand même un niveau de délire et de naïveté politique assez saisissant. Bon, la taxe carbone, c'est une mesure extrêmement punitive pour les catégories populaires rurales, précisément. Donc après, on s'étonne qu'il y a des proportions des classes populaires qui basculent à l'extrême droite. Il faut aussi fournir une autocritique par rapport à ça. Sur la question des programmes, moi je suis d'accord, moi j'aime beaucoup et je pense que c'est un point central, les programmes. Sauf que dans le milieu de l'écologie installée, la critique du capitalisme, elle est inexistante. Moi, c'était un catégorème qu'on m'interdisait en fait d'utiliser à Greenpeace et qui renvoyait à la sémantique du gauchisme, etc. Donc il y a un impensé sur les rapports sociaux de production, sur le mode de production et donc en fait sur notre rapport social collectif aux écosystèmes. Donc derrière, on ne peut pas avoir de programme qui soit cohérent, percutant et offensif. Et au-delà de la question des programmes, je pense que la priorité, c'est aussi de reconstruire des sociabilités, des instances de socialisation. C'est-à-dire que moi, dans le champ de l'écologie dominante, j'entends tout le temps parler des récits, des imaginaires, en fait des imaginaires qui évitent les imaginaires collectivistes qui sont des trucs de gauchistes et qui posent jamais la question des pratiques. C'est bien de diffuser des imaginaires, mais s'il n'y a pas de débouchés pratiques derrière, ça sert à rien en fait. Donc je pense qu'il faut porter attention aux instances de socialisation. Quand il y a un backlash en cours comme c'est le cas actuel, on peut notamment se concentrer sur une écologie par le bas, et donc densifier, élargir par exemple les lieux de production alternatifs, autogérés,
où se pratique une réincorporation des valeurs dans la pratique, justement. C'est densifier les réseaux associatifs de proximité, de solidarité. C'est la lutte contre les grands projets inutiles, où on a un contenu empirique dans la lutte, où on peut avoir une agrégation de groupes sociaux a priori antagonistes autour d'une lutte en commun. Et c'est pour ça que ce que font les soulèvements de la Terre m'apparaît tout à fait crucial aujourd'hui. Après, je pense qu'il faut aussi une écologie qui ait beaucoup d'adjectifs, et notamment l'adjectif antifasciste et antiraciste. Je pense que la priorité, là, c'est pas faire des récits ou des imaginaires sur la transition, c'est de lutter contre l'extrême droite par des pratiques antiracistes et antifascistes. Parce qu'on ne fera pas de front commun en dehors de ça avec les populations les plus vulnérables et notamment les quartiers populaires et racisés qui subissent des offensives absolument délirantes aujourd'hui et notamment nos compatriotes de confession musulmane, parce qu'on a des discours publics qui sont ouvertement islamophobes et qui sont au pouvoir au sommet de l'État aujourd'hui. C'est le sens d'ailleurs de l'action qui a eu lieu hier à l'archipel des Glénans et à Concarneau en Bretagne, à l'initiative des Soulèvements de la Terre à laquelle j'ai participé. C'était une mobilisation maritime antifasciste contre l'Empire Bolloré, qui entre, en plus d'être une figure de proue du capitalisme, est l'agent principal de diffusion du racisme aujourd'hui en France. Et le racisme, c'est ce qui divise les classes populaires par excellence. Et donc ce qui les prive aussi de jouer un rôle cohérent et positif dans la lutte des classes. Et le troisième point, oui, c'est la question électorale. Donc il y a des municipales. Moi, je pense que c'est important que des collectifs qui sont engagés s'emparent notamment des petites communes pour commencer à mettre sur le métier des ébauches de municipalisme libertaire. On va pouvoir créer du commun à échelle humaine et essayer de bifurquer un petit peu vis-à-vis de l'ordre social et économique dominant. Mais c'est aussi l'élection présidentielle. Et là, l'élection présidentielle qui a déjà l'air d'avoir commencé pour 2027, moi, voilà, va pas falloir reproduire les erreurs funestes qui ont eu lieu en 2022 et qui empêchaient la gauche de passer au second tour à 400 000 voix près. Hein. Donc ça veut dire que la société civile organisée, va falloir peut-être qu'elle s'organise pour peser sur le scrutin et qu'elle sorte de cette torpeur apartisane. Il va falloir arrêter aussi avec les initiatives citoyennistes hors sol, de type primaire populaire. Je pense qu'il va aussi falloir arrêter avec la culture des petites candidatures et des intérêts boutiquiers qui se maintiennent coûte que coûte jusqu'à la fin. Il va falloir arrêter avec la litanie là, des appels au vote du cœur, parce que ça, c'est sympa. Mais à un moment donné, il y a des résultats électoraux qui comptent, donc il faut des votes qui soient tactiques, pragmatiques et efficaces. Et il faut que ce soit, si on veut parler d'écologie sérieusement, pour la gauche de rupture, à mon sens. Et donc voilà, il faut des votes utiles, fût-ce pour la France insoumise, même si ça défrise beaucoup de gens dans le milieu de l'écologie. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre, on a 5 minutes, on va prendre une ou deux questions, s'il y a des personnes. Ça marche ? Oui. Moi, je voudrais me poser une question par rapport à l'écologie qui perd toujours. Quand on voit qu'on a des mouvements de jeunes de plus en plus éduqués, les femmes dans le monde qui ont de plus en plus de droits, les peuples indigènes qui sont de plus en plus organisés, avec tout ce qu'il y a au niveau mondial, comment on peut avoir un ton, soi-disant, si on vous écoute, un résultat si faible? Et puis si moi, je ne suis pas pour des petits pas, petits gestes, je suis pour des pas de géants, parce que la situation l'oblige. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour cela? Et moi, je ne suis pas trop non plus que pour du bas en haut, mais aussi du haut en bas. Les deux marchent, je ne veux pas les opposer. Donc, il y a des mouvements de jeunes qui sont très puissants, de plus en plus organisés. Il y a donc les syndicats des travailleurs qui sont très organisés, le WOW, World Organizational Worker. Comment ça se fait que vous avez un titre aussi défaitiste, alors qu'aujourd'hui, on est dans une survie? Donc, soit vous avez envie de vivre, le récit, il est simple, on a envie de vivre, tout simplement, ou la nature, ou défendre la nature, ou si on n'a pas envie de vivre, on a envie de survivre, donc on a quand même un instinct de survie qui est en nous. Est-ce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus?
Nous, notre stratégie, c'est de passer par le local pour démontrer que ça marche, juridiquement, nos propositions, de passer par le local aussi parce qu'on veut construire des modèles alternatifs à partir de nouveaux modèles juridiques, et parce que pour obtenir de grandes victoires, comme vous dites, ou des victoires à l'échelle plus large, il faut d'une part avoir une base solide, pas uniquement théorique, mais pratique, incarnée par des gens, par des mouvements, par des réseaux qui reprennent ces idées, et qu'il faut une fenêtre de tir, c'est-à-dire, comme l'a dit, comme ça a été dit vraiment à l'instant, c'est qu'il y a des élections, il y a des momentum politiques où on peut arracher des victoires. C'est pas tous les jours qu'on peut gagner, il y a aussi une stratégie à mettre en œuvre. Et par exemple, là où le mouvement des droits de la nature est très fort, en Équateur, c'est par le biais d'une crise institutionnelle majeure qui s'est passée juste avant les élections, que est arrivée au pouvoir une personne qui a énoncer justement la possibilité de réécrire la Constitution, de tourner la page du libéralisme, d'appeler les gens à une nouvelle révision de la Constitution. Et c'est comme ça que les droits de la nature, mais aussi les droits des peuples autochtones, les droits des femmes sont rentrés en 2008 dans la Constitution équatorienne. Donc il faut une organisation de la société civile, il faut des propositions concrètes et portées collectivement, et puis il faut un assentiment général. Et donc ça se prépare. Ça n'arrive pas magiquement. Enfin, c'est pas en claquant les doigts, malheureusement. Il faut vraiment faire en sorte de mettre en marche toute la société civile et de faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Nous, notre stratégie, voyant que depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, le contexte politique français est extrêmement difficile, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années, il y a même des sujets qu'on n'amène plus devant le Parlement français, devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, par peur de perdre, en fait, des avancées juridiques qui avaient été obtenues sous des gouvernements précédents. Donc pour le moment, on en est sur la scène parlementaire à plutôt tenir les murs. Je ne sais pas si vous voyez là, la loi Duplon sur les pesticides et toutes les autres choses qu'on discute en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce sont des lois qui reculent. Pas que sur les droits de l'environnement, sur les droits humains aussi. Et donc, nous, notre stratégie, c'est de dire, là, en l'état, il faut passer par les territoires parce qu'on doit démontrer qu'il y a d'autres modèles qui marchent, convaincre des réseaux d'acteurs et faire en sorte qu'au moment où, justement, l'élection se présentera, le moment où on se présentera, on sera prêt, on aura une société civile construite et organisée pour proposer un autre modèle et renverser le rapport de force. Et renverser le rapport de force, ça passe par les modèles juridiques. Parce que dans une société organisée, qui n'est pas dans un état de guerre, je veux dire, ou de guerre sociale, entre les gens, eh bien, il faut des modèles juridiques sur lesquels on se met d'accord. Et le droit, c'est avant tout convaincre avant de contraindre. Si je peux ajouter un mot, en effet, je ne crois pas qu'on soit défaitiste, mais c'est vrai que là, on est en plein backlash et en plein retournement idéologique, avec quand même, à la fois au niveau de l'Union européenne et des États membres, une espèce de course de vitesse entre ceux qui essayent d'aller plus loin et utilisent les armes du droit et ceux qui veulent vraiment revenir en arrière, quoi. Et c'est pour ça, pardon, que je me suis intéressée à ce programme du RN, parce que quand même en 2027, c'est à eux qu'on va beaucoup avoir à faire, et il faudra qu'on soit capable de répondre à leurs arguments. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr qu'ils ne votent pas dans ce sens. Et donc, il faudra aussi qu'on montre que leurs discours et leurs actes sont complètement différents. Toute dernière question, peut-être très rapidement. Bonjour, c'est un peu la suite de la question. Moi, je me demandais, parce qu'on a quand même en face des écologistes qui font depuis 40 ans 5%. Donc on dit tout le temps, ouais, on fera mieux le prochain coup, mais on fait toujours 5%. En face, on a des milliardaires, des industriels mondiaux, chinois, arabes, américains, européens, là, des médias. Voilà. Et donc, en face, les 5%, on est bien accepté, c'est gentil, ça bricole un petit peu. Il y a des mouvements de jeunes, mais là, ça fait combien d'années qu'il n'y en a pas eu de manifestation contre le climat à Paris? Ça a disparu. Il y a eu un mouvement là avec Greta Thunberg et puis ça a disparu. Est-ce qu'on n'est pas à un moment où il faut, au lieu d'attendre la prochaine élection, c'est dans pas longtemps, ça va être bien, voilà, monter un petit peu plus en niveau d'intensité rebelle, extrémiste, radicale? Ah bah si, moi je vais pas dire le contraire, c'est précisément ce que j'essaye le message sous-jacent à mon bouquin. Après, moi, je pense que tout n'est pas noir, il y a des points d'appui. Il y a, pour moi, les 22% de Mélenchon en 2022, c'est un point d'appui. On a quand même une gauche de rupture qui était qui est devenue hégémonique à gauche
et qui n'était pas loin d'accéder au second tour. Et derrière, c'est pas le même paysage idéologique en France, et c'est pas les mêmes résultats aux élections législatives. C'est peut-être même pas le même résultat au second tour en tant que tel. Il y a eu un mouvement pour les retraites énorme et massif récemment, hein, l'un des plus grands qui ait connu le pays. Là, je pense que si les syndicats réformistes avaient joué un peu mieux leur partition, on aurait pu emporter la bataille. On a des luttes décoloniales dans les Outre-mer qui sont extrêmement actives aussi. On a eu les Gilets jaunes, qui est un mouvement pré-insurrectionnel qui a fait peur au pouvoir, qui a obtenu un réel rapport de force. Et si les appareils installés et institutionnalisés avaient joué le jeu, précisément en concentrant les forces plutôt qu'en faisant des marches climat ou des conventions citoyennes, peut-être que le résultat aurait été différent. Hein. Et moi, je pense qu'en fait, l'avenir de l'écologie, c'est pas l'environnementalisme, c'est la lutte des classes. Et donc, les 5% écolos, bon, moi, ça... Voilà. Et donc, moi, les 5% écolos, c'est anecdotique. J'aimerais bien qu'ils disparaissent tout simplement et qu'on se concentre sur les forces politiques de rupture qui sont un peu solides. Voilà, donc voilà. Et après, bon, le capitalisme, c'est pour ça que la critique du capitalisme, elle est importante. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut se débarrasser aussi du secteur de la gauche bourgeoise qui comprend pas la réalité de la puissance du capitalisme. Le capital, c'est pas juste de l'argent concentré, c'est du pouvoir social. Et c'est du pouvoir social qu'on traduit en pouvoir politique, c'est-à-dire la capacité de peser sur des élections. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis et de plus en plus en France. C'est la capacité de peser sur les lois en faisant du lobbying. Moi, je me suis affronté à des lobbyistes pendant mes 8 ans chez Greenpeace. Donc l'argent fait la loi dans ce pays en grande partie. Hein. Faut pas se leurrer. C'est la capacité à vampiriser l'espace public en rachetant des médias, des maisons d'édition, des réseaux de distribution, comme fait Bolloré. Précisément. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par la lutte contre le capitalisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas admis chez les Verts. Marine Tondelier, en décembre, elle invite à Luman, lui dit est-ce qu'il faut sortir du capitalisme ? Elle dit si vous voulez, mais il faudra me dire ce qu'on met à la place. Donc là, on n'a pas un projet révolutionnaire. Donc à mon sens, voilà, l'écologie bourgeoise, elle est contre-productive aujourd'hui. Et je ne pense pas que c'est elle qui sera en capacité de résoudre le ravage écologique. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est la fin de cette conférence.